bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Montin qui, au sein du groupe ERAM, est directeur marketing digital, data et innovation de Gémeaux, la célèbre marque de vêtements et chaussures pour toute la famille. Ensemble, nous allons revenir sur son parcours et plus particulièrement sur les 9 dernières années au sein du groupe ERAM. Renaud y a joué un rôle clé dans la transformation digitale de l'entreprise. Et nous le savons tous, l'un des défis majeurs du retail est la convergence des canaux de distribution vers une approche plus omnicanale. Acteurs et contributeurs du changement, nous allons entrer dans une conversation véritablement passionnante avec notre invité. Vous connaissez la structuration de l'interview, mais je vous en rappelle tout de même les 3 grands thèmes. À l'été 2020, qui est le consommateur, quels sont ses comportements d'achat, bref, comment le marché se comporte-t-il ? Ensuite, le retail et le e-commerce s'adaptent, quels sont les enjeux et les perspectives marché pour eux ? Et enfin, nous discuterons de la façon avec laquelle les annonceurs peuvent prendre la parole, quel type de relations les marques peuvent ou doivent-elles entretenir avec leurs clients. Alors bonjour Renaud, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, ravi d'être avec toi aujourd'hui et avec ceux qui vont nous écouter. Merci beaucoup de ton invitation aussi. Donc moi je m'appelle Renaud, je suis le directeur marketing digital de chez Gémeaux. J'ai 42 ans, 3 enfants et je suis basé à Nantes puisque je suis heureux et fier de pouvoir travailler pour une entreprise leader qui est en région, donc dans le Maine-et-Loire, puisque nous sommes basés même très exactement à Saint-Pierre-Mont-Lismart dans le Maine-et-Loire, qui est le berceau historique du groupe ERAM, puisque c'est de là que toute l'histoire a commencé, avec la production et les usines qu'il y a au niveau du groupe. Et d'ailleurs, nous avons encore 2 sites de production sur Angers, où le groupe produit encore un peu plus d'1 million de paires de chaussures. C'est paraît peu, mais c'est beaucoup. Non, c'est vraiment une notion qui est intéressante. C'est vrai, on va y revenir dessus. Avant qu'on détaille plus, qu'on rentre dans le détail justement du groupe ERAM et de tout ce que tu as fait, tu as un parcours plutôt ingénieur, plutôt marketing, commerce. Donc moi, j'ai un parcours assez classique commerce. Voilà, j'ai fait ma classe préparatoire à Angers, école de commerce à Lille. Et du coup, voilà, tout ce qui était autour des marques m'a toujours intéressé, passionné. Et du coup, j'ai fait mon année de césure chez Unilever et du coup, j'y suis resté pendant 5 ans. Donc là, sur la branche alimentaire. Donc j'ai un parcours un peu plus fondamental, on va dire, sur le marketing. J'étais directeur, je fais plusieurs postes là-bas, mais directeur de marque pour la célèbre marque de glace Magnum. Donc au-delà du plaisir que c'était de consommer des glaces, c'était vraiment hyper intéressant comme mission sur des marques internationales comme ça. Donc j'y suis resté 5 ans, avec de bonnes bases acquises chez un leader de l'alimentaire, en tout cas des PGC, de la grande consommation. Et ensuite, j'ai voulu évoluer vers un domaine qui passionnait, donc qui était la mode, et avec un choix aussi de vouloir me rapprocher de ma région natale dont je parlais tout à l'heure, et donc avec l'opportunité d'entrer dans le groupe Zanier sur la marque leader à l'époque, puisque le groupe a évolué
sur la marque leader IKKS, où j'étais adjoint de direction, donc du DG, où j'ai pu notamment lancer la marque sœur du IKKS Woman qui s'appelait eCode, et j'ai lancé l'e-commerce chez IKKS. Là, on est en quelle année, Renaud, là, à peu près? On est en 2006, c'est l'année de naissance de ma fille, donc j'ai lancé l'e-commerce en 2007. C'était à une époque où on se demandait s'il fallait lancer l'e-commerce parce que ça pouvait être dangereux par rapport au réseau et notamment par rapport à tous les partenaires qu'on avait. Donc c'était vraiment sympa. On a fait ça avec 2-3 bouts de ficelle à l'époque. Aujourd'hui, c'est un site sans trahir de chiffres puisque je n'y suis plus, mais qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros. D'accord, donc là, tu y restes combien de temps au sein du groupe Zanier? Groupe Zanier, j'y reste 5 ans parce que j'ai été embauché et formé par KKS, envie de reprendre une direction de marque. Donc après, j'ai fait la direction d'une petite marque pour enfants qui s'appelle Jean Bourget, qui était en grande difficulté et qu'il fallait un petit peu redresser. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Je me suis occupé de tout le collectionning, de tout le commercial, de tout le marketing, de toute l'offre, des achats. Voilà, une vraie vision BU 360. Et puis est arrivée l'opportunité, une fois que j'avais pu redresser Jean Bourget, l'opportunité d'Eram, qui est une marque historique de ma région, du Maine-et-Loire, sur laquelle j'ai vu un challenge vraiment intéressant, un groupe aussi familial avec des valeurs fortes qui m'ont tout de suite en fait attiré et j'ai eu envie de relever ce challenge. Moi, j'aime bien en fait à la fois rénover, réveiller des marques anciennes dans le bon sens du terme, c'est ce que j'ai pu faire sur des marques comme Magnum dont je parlais tout à l'heure, et à l'inverse aussi être à fond sur tous les nouveaux business ou des projets d'innovation et Eram avec cet ADN aussi de départ d'innovation. Donc voilà, j'avais envie de réveiller aussi ces petites flammes-là et le challenge m'intéressait parce qu'il y avait énormément de choses à faire et à construire Justement, dans une logique de pérennité aussi autour d'un groupe familial. Alors, très concrètement, en fait, parce que je me base sur ce que LinkedIn me dit de toi, ou ce que toi, tu nous dis de toi via LinkedIn, tu arrives en prenant la responsabilité marketing et digital de la marque Eram. On fait la différence entre la marque Eram et le groupe Eram, qui est composé d'une multitude de marques. Là, tu arrives au sein de la marque Eram avec ce rôle de responsable marketing et digital. Quelle est ta lettre de mission à ce moment-là? Là, le vrai enjeu à ce moment-là, c'est d'une marque comme Eram qui allait bientôt, qui a bientôt 90 ans, te dire comment cette marque-là, d'un chausseur traditionnel, comment on l'a fait, comment on l'a fait passer d'une enseigne finalement à une marque enseigne, et comment elle a une personnalité un peu plus affirmée, et surtout comment elle se transforme à l'ère du digital en fait, et de la montée en puissance de l'e-commerce, avec quand même, je le rappelle, à l'époque quand même des gros lancements autour des pure players. Là, on est en 2011, on parle de quand 2011. Même, j'ai plus les dates en tête, de la naissance des Sarenza, des Zalando, etc. Mais sur des gros pure players quand ils arrivent sur la chaussure, et donc le marché de la chaussure, un marché qui a beaucoup qui était beaucoup échelonné avec les pure players qui arrivent, avec le sport qui monte en puissance, et donc comment une marque Eram trouve sa place en fait là-dedans et comment elle accélère sa mutation. Donc la feuille de route, c'était ça. Donc ça a été un premier travail sur définir qui était Eram, et après un autre gros travail sur l'omnicanalité de la marque et le CRM, puisque le e-commerce chez Eram a été lancé en 2009, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Mais comme d'habitude, dans ces entreprises-là, plutôt en silo, pas forcément connecté avec le réseau. Donc reconnecter tout ça avec une marque Eram qui a des millions de consommateurs, parce que c'est plusieurs millions de tickets à l'année, mais des bases consommateurs ultra faibles qui se comptaient en centaines de milliers. Donc c'est comment on définit la marque, son ADN, le concept que j'ai pu refaire, et d'ailleurs sur lequel on a eu quelques prix en termes de reconnaissance, et puis toute la dynamique omnicanal, e-commerce, CRM, relations clients, qui était assez peu existante en fait à ce moment-là.
Est-ce que tu te souviens, juste comme ça, vite fait, pour illustrer un peu les chantiers, les challenges que tu as dû relever, quelque chose d'un peu symptomatique, emblématique de cette Oui, il y a une transformation? anecdote que je cite à chaque fois qui est hyper rigolote. C'est que alors nous, la grosse force des marques comme nous, du retail, hein, c'est le fait qu'on ait un gros maillage de magasins. Donc la façon dont on va se différencier globalement hein, par rapport au pure player, c'est qu'on peut livrer donc, tous nos colis en magasin. Notamment vu les prix moyens, c'est vrai que c'est quand même un vrai avantage. Donc sur des marques comme Gémeaux ou Eram, il y a des taux supérieurs à 50% de livraison des colis e-commerce en magasin. Et l'anecdote que je peux citer, c'est les magasins qui étaient un peu contre l'e-commerce, au final, hein, c'est un peu comme d'habitude. Donc quand on avait un magasin qui était rue de Rivoli et un autre qui était à Saint-Paul, pas loin, donc peut-être à 200-300 mètres d'écart, sur le site internet, c'était mal expliqué. C'est-à-dire que les gens pensaient se faire livrer au magasin A et c'était le B qui était à côté qui était à 200 mètres. Et donc le plus gros magasin qui était rue de Rivoli, du coup, il recevait pas le bon flux. Et le jour, donc c'était un peu déporté sur le plus petit magasin à côté. Et le jour, en fait, où on a retravaillé le sens qu'on donnait à l'e-commerce, on a retravaillé l'attribution du chiffre d'affaires e-commerce et qui retombait sur les magasins, la même responsable qui, quand j'y allais, c'est pas qu'elle était fermée, en plus c'était une très bonne responsable, m'a dit en fait regardez il y a une petite erreur, hein, vous mettez pas la bonne adresse donc je reçois pas les bons colis internet, je devrais en recevoir plus. donc au départ elle l'évitait en disant oh non encore un colis e-commerce ça va me faire perdre du temps et à partir du moment où on a réussi à lui expliquer l'intérêt de l'e-commerce pour son trafic, pour sa fidélisation et qu'elle récupère le chiffre d'affaires derrière, bah, du coup, elle est venue me dire qu'on s'était trompé, qu'il fallait qu'on rectifie le plus rapidement possible. Oh, Donc ça, c'est une anecdote que j'aime bien parce que c'est symbolique, ça paraît anecdotique comme ça, mais ça démontre en fait, je pense, le vrai état d'esprit qu'il faut. Et en fait, au-delà de tout ce qu'on pourra parler peut-être après sur les moyens, la techno, en fait, en vrai, les sujets, c'est pas tellement ça. Des prestataires, il y en a à l'appel, il y en a tous les jours des très bons, on voit toutes les levées de fonds qui se passent, etc. C'est d'abord de donner du sens en fait à tout ça et que ça rentre bien dans une mission d'entreprise et une vision d'entreprise générale. C'est ça, je pense, le truc. C'est effectivement important. T'as ensuite, je passe sur t'as passé 2 ans hein, au niveau du groupe pour piloter la transformation. Et finalement, ce que tu nous dis s'inscrit dans cette démarche-là. Et puis, depuis un peu moins d'un an, tu es dans une des marques du groupe ERAM, Gémeaux, pour là aussi piloter le marketing, le digital, la data et l'innovation. Avant qu'on parle plus des 3 thèmes que j'ai évoqués en introduction, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui c'est quoi la situation chez Gémeaux, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois mettre en place? Gémeaux, en fait, c'est la plus grosse marque du groupe, donc, qui est la 8e enseigne de mode en France. On fait du chaussures, du textile pour toute la famille. Et donc, l'enjeu d'une marque comme Gémeaux, qui a une belle notoriété, c'est reste une marque jeune. Elle a que 30 ans, en fait, hein, au final. Elle est née bien largement après Eram. C'est de se dire, en fait, il y a eu toute une dynamique autour de la création de la marque, sur laquelle le réseau s'est agrandi, les familles sont élargies, etc., etc. Et une marque, je dis toujours qu'elle a un cycle de vie, on dit toujours qu'elle a un cycle de vie d'une 50aine d'années, hein, c'est que la première génération est là, et maintenant, il faut se projeter sur la suite avec un enjeu de renouvellement de clientèle. Donc ça, c'est vraiment l'un des gros enjeux. Et puis une singularité aussi de se dire qu'est-ce que Gémeaux apporte à mes clients, puisque on est plusieurs, et sans citer de confrères, à proposer aussi des mêmes typologies d'offres. Et donc, quel est le petit truc en plus qu'on va apporter qui va faire que il y a une fidélisation et qu'il y a une préférence de la marque. Donc les enjeux sont vraiment autour de ça, du renouvellement de clientèle et de la préférence de marque. Et sur un marché, encore une fois, fortement bataillé. Et vous entendez tous ces actualités sur le retail aujourd'hui. Donc
on est une marque et un groupe familial pérenne qui a toujours une stratégie long terme, donc on ne connaît pas ces perturbations, mais c'est de dire quand même malgré tout là-dessus, on innove et on arrive à conquérir de nouvelles parts de marché et peut-être pas nécessairement d'ailleurs sur notre périmètre de départ. Mais on pourra en reparler peut-être après. Bah oui, justement, bonne transition pour arriver sur les trois thèmes d'actualité en quelque sorte, autour desquels j'ai envie de discuter avec toi, Renaud. Le premier, on le disait en introduction, il porte sur le marché, sur le consommateur, les consommateurs. Dans quelle mesure finalement, à l'été 2020, là on enregistre aujourd'hui, on est le 22 juillet 2020, on est quand même encore en sortie de crise, en espérant qu'on n'y retourne pas. Donc ça veut dire aussi qu'on a on a une forme de brouillard en face de nous. On ne sait pas trop vers où on va. Comment ils sont les consommateurs aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des tendances, des comportements d'achat qui changent ? Est-ce on peut mesurer la différence entre ce qui peut être conjoncturel et plus structurel ? Quel est ton point de vue là-dessus ? Mon point de vue il est basé sur ce qu'on peut voir dans les chiffres que l'on voit du marché. Et chez nous, on était extrêmement pessimiste pendant la période de confinement, puisque nous, on se basait aussi sur des hypothèses qu'on avait vues en Asie, parce qu'on a nos bureaux d'achat là-bas, où la reprise quand même était très difficile. Donc on avait fait des projections quand même très pessimistes. Et finalement, en déconfinement, on a été largement surpris parce que on a fait de très belles progressions pour plusieurs raisons. Je pense que on a une marque famille, et donc il y avait un besoin d'équipement qui a concerné quand même tous les acteurs, un petit peu comme Gémeaux, qui ont une très très bonne orientation à la sortie du confinement, et notamment avec l'enfant qui a grandi et que pendant 2 mois est resté en pyjama ou je sais pas comment. Il y avait de ces besoins d'équipement qui étaient, ça paraît bête, mais il était vraiment présent. La deuxième raison, c'est notre structure d'offre. La deuxième raison, c'est je pense que on était prêt et on est resté en fait alerte pendant toute cette période. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, les entreprises qui arrivent à rester, qui sont résilientes, qui arrivent à rester agiles, on a fait la décision de rester e-commerçant, donc on a occupé le terrain. Donc on a vu que les gens finalement ont pris des nouvelles habitudes. On a constaté, nous, très fortement en fait des clients qui étaient plutôt magasins qui ont été convertis finalement à devenir omnicanal beaucoup plus fortement que d'habitude. Ouais. Et donc ça, on voit que c'est une évolution qu'on a vue pendant le confinement et qui perdure largement. Ouais, il y a une acquisition en fait. Ce que tu es en train de dire, c'est que... Honnête, on a fait, je peux donner des chiffres, on a fait x2 sur l'e-commerce pendant le confinement. Alors, ce qui est largement au-dessus des autres, mais on va dire que c'est normal, et puis ce qu'on a là pour acheter. Et je m'étais dit, quand on va être en déconfinement sur la partie e-commerce, ça va être très compliqué. En fait, non. On voit que la tendance perdure et que les progressions sont toujours très très fortes. Donc ça, je pense que structurellement, moi, ce que nous on n'a pas ressenti, on a parlé du monde d'après, qui sera plus comme avant, machin, etc., le monde nouveau. Enfin, voilà. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait quand même une vraie envie d'acheter. Malgré tout, les gens, le trafic était un peu moindre, mais quand ils venaient, ils achetaient beaucoup plus fort. Donc en fait, au final, ça compensait. Donc tu as observé une augmentation du panier d'achat, du panier moyen. Ouais, voilà. Ça s'est un peu tassé quand même au bout de quelques semaines. On a vu clairement ça. Donc une envie quand même d'acheter qui est toujours là, mais qui est peut-être repriorisée sur certains segments. On a vu très clairement qu'ils ont été vers l'enfant, vers de la lingerie, vers des marques de sport. Et ils ont clairement un peu plus délaissé, de manière générale, là, je parle pas de Gémeaux, plutôt la femme de l'homme. Et puis, effectivement, un switch, je sais pas combien d'années on a gagné, peut-être par rapport aux prévisions de part de marché sur l'e-commerce, mais ouais, une accélération quand même forte là-dessus, qui perdure. Et ça, on s'y attendait pas, on s'attendait à franchir un cap, mais on s'attendait à ce que ça retombe quand même un petit peu. Et c'est moins le cas, donc je pense qu'il y a toujours une envie d'acheter. Je pense que les gens, nous, pour bien connaître nos clients, c'est prétentieux,
on fait des études quali, j'en ai encore vu récemment, pardon, des études quanti, j'en ai vu récemment en quali. Il y a toujours un plaisir du shopping en fait. Hein. On pourrait dire le shopping, c'est la croix, la bannière, il fait chaud, il y a du monde. Non, les gens, ils aiment bien se faire plaisir en fait. Donc en fait, Euh, si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est que globalement, aujourd'hui, Gémeaux observe, enfin toi, Gémeaux, oui, vous observez quoi? Vous observez qu'il y a eu une accélération sur le canal de vente en ligne et que c'est de l'acquis. Il y a un maintien, même s'il y a un tassement, il y a quand même globalement un maintien de ce qui a été oui, gagné pendant le confinement. Et puis un retour à la normale en parallèle, en plus, dans les habitudes de consommation en point de vente. Cependant, peut-être, alors dis-moi si je me trompe, mais une réallocation quand même vers d'autres catégories des budgets. Tu parlais de l'enfant. ouais, oui, notamment post-confinement, là, c'est un petit peu en train de se redresser. D'accord. C'est un petit peu en train de se redresser. On a un petit peu quand même là tout le marché, pas aveugle, mais là avec le décalage des soldes qui brouille un petit peu aussi quand même les cartes, puisque c'est difficile de comparer à période comparable. Du coup, tu me demandes les tendances. Voilà, la lisibilité est un petit peu Ouais, ça. moins claire. Mais Hmm. et puis bon, les soldes, par exemple, très clairement, voilà, le premier jour des soldes, on savait que c'était moins un rendez-vous. Un 15 juillet, du coup, encore moins. Hein. J'étais en magasin, voilà, c'était pas la foule. Hein. Et sur le premier jour de solde, par rapport au premier jour de solde, on n'est pas en positif. Malgré tout, on fait des bons chiffres par rapport à ce qu'on espérait. Donc, il y a des changements par rapport à ça. Mais ouais, c'est les deux gros constats qu'on a pu faire. C'est finalement, en fait, de la consommation. On s'attendait vraiment à moins de consommation. Et deux, ouais, une habitude autour de. Alors nous, on a aussi lancé des services comme le Drive, etc. Ouais, bah Sur justement, des. c'est une bonne, c'est une bonne transition vers vers le deuxième thème que on voulait aborder ensemble. Effectivement, on a vu que le retail s'est adapté. On a vu que les changements qui étaient déjà initiés avant le confinement se sont vus accélérer pendant le confinement. On parle d'une notion de commerce unifié, d'omnicanal. Là, tu mentionnes le drive. Je te laisse la parole, mais qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les initiatives que vous avez mis en place et qu'est-ce que vous avez envie de continuer à développer, de garder Bah, moi, je pense en fait, le parti pris est surtout de se dire que nous, je dis pas qu'on vit au jour le jour, mais presque c'est de se dire qu'il faut qu'on soit en fait hyper réactif par rapport aux évolutions des besoins de nos clients. Et je pense que ceux qui vont réussir, qui réussissent aujourd'hui et qui réussiront demain, c'est parce que la capacité d'adaptation va être super forte. Quand je dis adaptation, dans le bon sens du terme, c'est toujours par rapport à une vision et des valeurs, hein, bien entendu. ouais. Mais voilà, quand nous on a vu que voilà, il y avait des restrictions sanitaires, bon, on s'est dit allez hop, en déconfinement, on lance le drive. On a fait un test sur une trentaine de magasins, je crois, la première semaine. On a déployé à la moitié du parc la deuxième et à tout le parc Mais la comment vous troisième. avez fait Donc, ça? Il y alors avait. justement, c'était quelque chose qui était fort, c'est que pendant le confinement, alors il y a eu bien entendu des gens au chômage partiel, mais pendant le plan d'emploi d'activité, elle est très bien travaillé. On a fait reprendre des personnes, un petit groupe en mode commando, et voilà, à 3-4 personnes, on a réussi en 15 jours à monter un process qui est certainement perfectible, parce qu'on n'a pas fait de dev informatique particulier, mais qui au moins a le mérite de répondre à des attentes et une demande. Et c'est le principal en fait, c'est de se dire que aujourd'hui il faut être en veille des signaux faibles et des demandes des consommateurs et pouvoir y répondre dans une logique voilà, plutôt esprit américain de MVP, hein, de produit minimum viable, pour valider ou pas une appétence et de se dire après bah, je continue ou je continue pas. Et je pense que c'est vraiment aussi, je pense que ceux qui réussissent sur le marché aujourd'hui sont vraiment ceux qui ont pu être réactifs et qui ont pu s'adapter de manière aussi en temps réel en fait on va dire, puisque par définition Mais ça veut dire que vous aviez bah, déjà dans votre culture une forme d'agilité. écoute, depuis, alors Gémeaux n'était pas né, mais l'ADN du groupe ERAM et donc de ERAM, la marque mère, c'est l'innovation. Hein. C'était
Juste pour la petite anecdote, ERAM, le groupe ERAM s'appelle ERAM parce que c'est les initiales des fondateurs, Marie et René, Albert René Biotto, qui était fils d'artisan boutier et qui a eu l'idée en 27 de passer de l'artisanat à l'industrie. Ça n'existait pas, ça paraît comme ça simple quand je le dis, mais c'est le cas. C'est lui qui a démocratisé en début des années 50 en lançant un brevet sur les semelles en plastique qui était plus solide, plus qualitative, moins cher. Ça paraît évident aujourd'hui, donc c'est dans l'ADN. Donc effectivement, nous c'est un peu dans nos gènes, et cette capacité d'adaptation, elle est nécessaire, puisque je rappelle quand même qu'on vient à la base de la production d'un groupe à 100% industriel. Et donc, si cette capacité d'adaptation on l'avait pas eu, on serait plus là, puisque la majorité de la production n'est plus en France, malheureusement. Même si nous, on en maintient encore. Donc, c'est vraiment nous, effectivement, dans notre ADN du groupe. Aujourd'hui, en fait, le digital, ça représente une part importante, très importante des ventes. Alors, écoute, pas suffisamment importante, à mon goût. Alors sur Gémeaux, il y a quelque chose d'un petit peu mathématique qui fait qu'avec plus de 400 magasins, 430 magasins exactement en France, forcément il y a une masse et un parc qui est quand même large. Et donc ce qui fait que d'un point de vue pourcentage, on n'est pas encore sur un taux, c'est un petit peu moins de 5% aujourd'hui. Je peux donner des chiffres sur ERAM. L'objectif, ce serait un minimum de doubler. Et donc c'est l'un des enjeux. Justement, et on était déjà en accélération, mais ça donne encore envie de plus accélérer par rapport à ce que l'on peut voir. Donc oui, ça doit être encore, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui le site web est la première vitrine et qui peut apporter plein de nouveaux services. Par exemple, nous on a été frustrés, pour être tout à fait transparent, pendant là on a fait du drive, mais c'est le drive. C'est du click and collect en mode sans contact, c'est-à-dire que je ne peux pas encore avoir l'achat direct sur le stock du magasin. Alors je peux passer par la réservation que j'ai, mais l'achat direct sur le stock du magasin, je peux pas encore le faire, par exemple. Ça fait partie des choses qu'on a envie de faire évoluer rapidement. Donc tu vois, on a fait une première initiative, et puis maintenant il faut qu'on court les 10 autres prochains kilomètres pour aller à une autre. Mais ce qui est important, c'est la progression et la vitesse de progression. C'est pas d'être parfait nécessairement au départ. Oui, c'est clair. Et merci pour cette transparence. Avant qu'on parle justement sur la relation avec vos clients, un élément de compréhension de l'organisation de Gémeaux. Tu mentionnes 400 points de vente, je crois que c'est en France et à l'international. Ce sont des points de vente en propre, ce sont des franchisés, un mix des deux. Comment ça fonctionne? C'est un mix des deux, des trois même, on va dire. À l'international, on a une trentaine, quarantaine de points de vente. Je suis désolé, j'ai plus le chiffre exact en tête. Là, ce sont plutôt des franchises. Et en France, nos 430 points de vente, on a, je pense, un petit quart, un petit 20% d'affiliés, et puis le reste en succursale. On est plutôt sur un modèle de départ succursaliste. D'accord. Sur le groupe de manière générale, mais on a développé fortement l'affiliation ces dernières années, parce que on a des bons partenaires qui sont aussi performants, voire encore plus performants que nous sur certaines régions, et c'est des modèles aussi qu'on a souhaité accélérer. Et donc c'est vrai qu'il faut aussi composer avec ça, puisque les attentes ne sont pas forcément les mêmes, mais que l'objectif commun de tout le monde, c'est de faire du bon business. Donc il faut intégrer tout cet écosystème-là, et qui doit être vertueux pour tout le monde. Hein. C'est vrai que c'est un challenge. Donc finalement, si je résume un peu ce que tu viens de nous dire sur la façon dont le retail s'adapte, et Gémeaux s'est adapté, finalement tu nous racontes quoi comme histoire? Tu nous dis Gémeaux, c'est un ADN historique qui permet une forme d'agilité dans l'organisation, la mise en place des drives qui ont été rapides, malgré finalement un système qui n'est pas full omnicanal. Et ça, c'est le challenge pour toi sur les mois, semestres, années à venir, pour doubler la part de marché du digital.
Le digital, c'est donc c'est aussi une façon de prendre la parole. Comment vous prenez la parole vis-à-vis de vos consommateurs? En Est-ce fait, que... Ouais, tu veux compléter peut-être? ouais, non, en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, surtout, pour moi, ce qui est important, c'est que on en vient à dire, voilà, nous, on est, à la base, notre force, c'est la proximité. Voilà, on est une marque populaire, dans le bon sens du terme, accessible, joyeuse, parce qu'on a 400 points de vente, et c'est ça qui doit être notre force, en fait. Hmm. Et donc, c'est vraiment c'est le retail, au cœur du digital, en fait, et aussi, enfin, le digital au service du retail et des magasins, en fait. Et donc, on registre des magasins, c'est bien entendu en interne, nos responsables et nos collaborateurs, mais les clients finaux, quoi. Et pas l'inverse, et c'est vraiment ça Hmm. qui est hyper important, en fait, aujourd'hui, parce que franchement, notre axe de différenciation, voilà, les tunnels les tunnels de commande, d'achat, voilà, maintenant ils sont tous bien optimisés. Et puis, à la limite, sur Amazon, il est encore plus performant que le mien, si je veux être honnête avec moi-même. Donc la différence, ça va se faire autour des services que je vais avoir autour, et bien entendu du point de vente. Hmm. Ouais, ça c'est clé, de rajouter Et effectivement ça, le c'est service, vraiment, le je point de pense, vente. en tout cas, c'est important. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors justement, tu parles de cette proximité que vous avez avec vos consommateurs, du fait même de votre maillage territorial qui est dense. À mon avis, il y a peu d'enseignes avec un maillage aussi dense que le vôtre. Euh, Comment vous envisagez justement la prise de parole vis-à-vis de vos consommateurs? Est-ce que vous interprétez ça à l'échelle nationale, à l'échelle locale, un mix des deux? Comment aujourd'hui Gémeaux adresse sa communication vis-à-vis de ses consommateurs? Alors, il y a plusieurs couches, on va dire. Je pense que la première, c'est on est une enseigne leader, hein, on est huitième du marché de la mode en France, donc on doit activer des médias de trafic importants et forts, comme de la radio notamment, pour faire voilà, pour faire connaître Gémeaux et puis créer du trafic, parce que quand même globalement, je n'ai peut-être pas précisé tout à l'heure dans les tendances, ce qu'on voit quand même, c'est que le trafic en magasin, globalement sur le marché, était en baisse avant le confinement, et que post-confinement, il est toujours. Hein. Hmm. Donc on a compensé par les taux de transformation, le digital, etc. Mais on a quand même cette tendance de fond globale de diminution de trafic. Donc c'est pour ça qu'il faut soit aller taquiner des nouveaux business, ou alors faire mieux, faire mieux ce que l'on fait, ou le service. Donc il faut quand même, pour répondre à ta question, activer quand même des médias de trafic, c'est quand même important. Après, nous, on a la chance d'avoir une carte de fidélité, et donc d'avoir une grosse base de clients, de plusieurs millions de clients. Donc, on a toute une logique CRM qui est présente. Mais en fait, sur ces deux choses-là, qui sont, on va dire, traditionnelles, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu pour moi, il est plutôt que quand on prend la parole, il faut que ça ait un sens et que ça serve aux clients. Je Mhm. prends peut-être deux exemples. Peut-être pour illustrer mon propos, voilà, on a été confinés, on s'est dit, comment on va communiquer, quoi, parce qu'on était toujours e-commerçants, on voulait pas en faire de trop, etc. Et nous, notre mission, c'est de faciliter la vie des familles en leur offrant des fringues sympas, quali, à prix accessible. On s'est dit dès le début, alors après on l'a vu fleurir, mais non, on l'a dégainé dès le début, se dire, tiens, on va lancer une thématique coup de pouce, et puis on va leur donner des idées pour faciliter leur quotidien pendant le confinement. On a fait une OP où on a même fait un défilé virtuel sur Animal Crossing en faisant notre propre univers, notre propre boutique. L'idée, c'est de se dire, en fait, il faut communiquer avec des valeurs qui font sens avec l'ADN de la marque, et on a communiqué, je pense, relativement bien pendant le confinement, par exemple, sur les deux cas que je citais, parce que voilà, c'était sympa, c'était joyeux, c'était en lien avec notre ADN, nos produits, et puis entre guillemets, on n'avait rien à vendre, et c'est pas ce qu'on voulait faire en fait. On voulait exprimer ce à quoi Gémeaux pouvait servir. Et donc, je pense que c'est ça en fait, c'est de se dire, aujourd'hui, les marques doivent communiquer de manière assez basique parce qu'il faut qu'elles apportent du trafic, elles doivent faire du CRM, et ça c'est huilé, mais en fait le vrai point le plus dur,
C'est de se dire qu'est-ce que moi j'apporte Gémeaux dans le paysage de la consommation avec aujourd'hui des offres pléthoriques. Et je pense que c'est ça qui a changé aujourd'hui. Un consommateur qui a un choix énormément en fait de marques. Et donc, est-ce que tu es d'accord pour dire que le consommateur, quelque part, il cherche une expérience aujourd'hui plus globale, ou alors c'est un peu galvaudé? Ça, je pense que c'est un terme qui est hyper marketing. Je pense qu'il cherche juste un bon produit avec un bon service. Et nous, on le traduit en disant on veut des lieux expérientiels. Enfin, moi, je me méfie toujours de ces mots-là un peu valises, parce que pour moi, ils veulent rien dire. Je pense qu'il veut juste que quand il arrive en magasin, il n'y a pas sa taille, il n'y a pas son truc, il y a un vendeur qui puisse lui dire, écoutez, moi, je vais vous trouver le produit, je vous le commande, je vous le fais livrer, je sais pas où, enfin qu'on lui résolve son problème, ou il attend d'une marque qui puisse être surpris. Là, on a pendant le confinement, alors nous, notre force, c'est le bébé aussi, c'est la famille. On a plein de gens qui nous ont remerciés finalement d'être restés ouverts. Il y a eu toute une polémique sur pourquoi les sites e-commerce restent ouverts, mais on avait validé que notre entrepôt qu'on bossait dans des conditions sanitaires bonnes, et donc on n'a pas fermé. Et il y a des gens qui nous ont remerciés parce que pour leur bébé, ils ne trouvaient pas de vêtements. Qu'est-ce qu'on a fait post-confinement? On leur envoyait, il y a des gens qui ont renseigné la naissance de leurs enfants, de leurs bébés en fait pendant le confinement. Et on leur envoyait une petite surprise, un petit body, un petit truc, et voilà, ils étaient super contents. On leur a dit voilà, bravo, vous avez un bébé, on l'a pas dit comme ça. Mais attends, mais je trouve ça. Et en fait, je pense que ce qu'ils attendent, les clients, ils attendent pas. Quand tu parlais d'expérience, je me permets de revenir là-dessus. Ils attendent pas ça, ils attendent juste une marque qu'elle leur parle juste, qu'elle leur parle. Qu'elle leur résolve un pain point ou un service, et puis qu'elle les surprenne un petit peu. C'est simple en fait au final. Mais ce que j'aime bien, difficile à faire. Renaud, avec ta franchise, c'est quelque part que tu remets un peu l'église au centre du village en disant back to bases. Ce que tu ajoutes, c'est finalement le service. Ouais, je pense, parce qu'en fait, on est des marques qui vendent des produits au départ. Et ce qui va faire le petit plus au final qui va vous différencier, c'est le service. Sur certains produits similaires, je suis désolé, je prends un basique, un t-shirt blanc, c'est un t-shirt blanc. Qu'est-ce qui va faire la différence derrière? C'est ce que la marque va dégager effectivement en termes d'image et d'aspirationnel, et c'est le service. Finalement, c'est là-dessus que tu vas davantage communiquer à l'avenir, le service justement que propose Gémeaux. C'est un axe de. Je pense que on parle de communication. Moi, je pense que c'est surtout des preuves qu'il faut fournir. Ouais. À un moment donné, le consommateur, il réfléchit moins que nous, et c'est pas péjoratif quand je le dis. Au contraire, je pense que des fois, nous, on réfléchit un peu trop. On conceptualise un peu trop les choses. C'est pas avec effectivement l'expérience importante des beaux magasins, c'est important bien entendu, et on en rénove, c'est clair. Mais voilà, il attend juste quelque chose de simple et d'épreuve, quoi. Voilà, c'est tout. Donc oui, nous, notre job en tant que retailer, c'est d'apporter des solutions à leurs problèmes ou à leurs envies. Écoute, je pense que c'est un super mot de la fin, Renaud. Ça résume assez bien finalement la proposition de valeur de Gémeaux. Merci sincèrement d'être venu discuter de tout ça, du retail, des enjeux, des perspectives, en illustrant avec l'exemple de Gémeaux. Merci à Comexposium, l'organisateur des événements One-to-One Retail e-commerce de Monaco et One-to-One Digital Marketing de Biarritz pour la coproduction de cet épisode. Et puis merci à vous tous qui nous écoutez. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages via LinkedIn ou sur le site lesdigitaldoers.com. Renaud, merci encore. À très bientôt. Cyril, à bientôt. Au revoir.